Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. J'espère que vous allez très bien en ce jeudi 29 septembre 2022. On va attaquer tout de suite avec les nouvelles avec l'envolée du taux d'emprunt à 30 ans. On est passé à 6,86%. Le mois précédent on était à 6,29, donc on continue la progression. Ça va jouer clairement sur le niveau d'inflation qui va arriver. Ça va être à surveiller parce qu'on a une diminution claire au niveau des matières premières par rapport à l'année précédente. Est-ce que ça va être suffisant pour compenser en tout cas cette augmentation des mortgages qui est logique, due à l'augmentation des taux? Ça va être déterminant, je pense, pour la suite. Ensuite, nous avons le Bitcoin qui, pour une première fois depuis déjà un certain temps, diminue un petit peu sa difficulté en passant à 2,14, enfin une diminution de 2,14%, ce qui montre que potentiellement il y a des personnes qui commencent à diminuer le nombre de machines, ou en tout cas à changer le nombre de machines qui sont en train de miner du Bitcoin, ce qui est un petit peu logique au vu de l'augmentation qui avait été effective. Alors on n'oublie pas que c'est des cycles de 15 jours sur la régulation de la difficulté du réseau, donc ça met toujours un petit peu de temps à arriver, et 15 jours, on regardera tout à l'heure sur le graphique, mais vous allez vite voir et comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons une grosse nouvelle pour notamment Chainlink. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur Chainlink. Premièrement, c'est que ils ont annoncé leur partenariat avec Swift. Swift, moyen de paiement international le plus utilisé au monde. Donc c'est très très important. Et ensuite, à côté, ils ont annoncé leur système de stacking. Donc aussi, encore une fois, très important sur le Link, qui fait une grosse progression, je vous en avais parlé la dernière fois, sur lequel potentiellement Chainlink était très intéressant et à surveiller dans les mois à venir, parce qu'ils étaient en train de construire et de préparer un certain nombre de choses. À côté, nous avons Strike, gros géant du paiement, qui a annoncé l'année dernière le fait de lancer une API sur le Bitcoin pour favoriser globalement les professionnels et les entreprises à utiliser le Bitcoin. Et pour aider à la mise en place et à booster justement ce lancement et les différents partenariats pour pouvoir le faire et en acquérir de nouveaux, ils ont fait une levée de fonds de 80 millions de dollars pour pouvoir justement défendre leur API et les intégrer au maximum. Donc c'est vraiment positif pour les crypto-monnaies. On voit qu'on est en train d'embarquer totalement dans tous les moyens de paiement et notamment d'intégrer ces moyens de paiement dans les différentes sociétés. Ce qui est très intéressant, c'est la comparaison de ça par rapport au discours de la BCE et de la Fed des jours précédents, sur lequel, globalement, ils disaient que ça allait très vite au niveau de la crypto-monnaie, peut-être même trop vite, et que ce n'était basé sur rien, ce n'était surtout pas un moyen de paiement. C'est vrai que si ce n'était pas un moyen de paiement, ce ne serait pas utilisé par PayPal, par Visa, Mastercard ou Strike, par exemple. On va terminer sur une petite note, je vous en ai parlé hier, notamment Nord Stream, donc qui est le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne et qui passe par la mer Baltique, a eu un sabotage, donc ça je vous l'ai expliqué hier, qu'en l'occurrence il y avait des fuites et il était hors d'état. Pour aller plus loin, il y a eu des explosions. Ces explosions ont eu lieu à plusieurs centaines de mètres sous l'eau, donc ça veut dire que c'est un sous-marin, et c'est différentes informations qui remontent. Alors la question elle est qui? Donc ça veut dire que c'est un État forcément, et qui a le plus intérêt par rapport à ça, Russie ou États-Unis. Pour rappel, aux États-Unis, nous avons une annonce de Biden il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, qui disait justement qu'il n'hésiterait pas à faire sauter Nord Stream. Donc quelle est la véritable relation? Pourquoi ça a explosé? Pourquoi en tout cas il y a eu un sabotage de ce Nord Stream, alors que normalement, pour rappel, ce gazéoduc, quand on regarde un petit peu les transits effectifs, n'est plus utilisé, ou quasiment plus utilisé. Donc est-ce que c'est une action pour mettre le feu aux poudres? Est-ce que c'est un véritable impact, ou est-ce qu'il y avait encore des livraisons dans lesquelles on n'était pas au courant, en tout cas qui étaient non officielles, parce qu'officiellement il n'y a plus rien dans ce gazéoduc. Il y avait juste les restes de gaz qui sont en train de partir, d'ailleurs, qui est un impact écologique juste colossal, mais normalement il n'était pas alimenté, donc il ne devrait pas avoir d'impact supplémentaire sur la demande de gaz, ou en tout cas la demande d'hydrocarbures, en Europe, parce que justement, de base, il était vide. Bon, à voir exactement pourquoi, comment, je pense qu'on aura plus d'informations dans les mois qui viennent, voire potentiellement les années, malheureusement, il va falloir prendre son temps.
Alors, nous avons terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Pour rappel, vous trouvez le Discord en commentaire et en description de cette vidéo, parce que c'est une partie importante en fait de la communauté. Je l'ai créé exprès pour être un hub d'information, être un hub de partage sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Il y a plein d'informations, il y a plein de documentation, il y a plein de guides qui sont disponibles, il y a plein de conversations avec des personnes passionnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, comme par exemple plus de contenu, plus de stratégies de trading, plus de stratégies d'investissement, plus de guides et plus de formations. Il y a même plus de live, plus de briefs, plus de CEO, globalement, plus de tout pour aller plus loin et pour pouvoir se perfectionner. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à regarder ce qu'il en est et même à faire un tour sur cryptolist.fr sur lequel vous avez déjà pas mal d'informations et je mets dans tous les cas en commentaire et en description toutes les infos, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à nous rejoindre si vous n'êtes pas déjà sur le Discord, il va y avoir plein d'animations qui vont arriver. Alors, on va attaquer la partie technique que l'on commence continuellement par notre récapitulatif Elliotiste, avec une vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4, retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, C sur le 382 dans l'order block sur lequel on consolide déjà depuis trop longtemps, je dirais, depuis juin 2022. C'est long, très long, et on voit qu'on est en train de structurer dans cette zone-là. Bon, est-ce qu'on va s'arrêter? Ça pourrait être une zone très intéressante pour un redépart haussier. Dans cette hypothèse-là, nous serions sur une vague 5 avec un nouvel ATH, avant de faire un retracement ABC qui correspondrait notamment à une cassure de fin Elliotiste qui nous amènerait au niveau de la zone du halving. N'oublions pas qu'il y a deux éléments qui rendent cette hypothèse caduque. Un, si jamais on casse les 14 500 avec la 4, donc c'est-à-dire qu'on va chercher plus bas, à savoir qu'on peut aller chercher les 14 500 et les 10 000, parce que nous avons l'objectif ici 1,618 pour les 10 000, donc on le sait, donc ça c'est la première chose, et deuxième chose, c'est que si la 4, on reste dans un range entre 15 000 et 25 000 pendant plusieurs mois, ce ne sera plus bon. Pourquoi? Parce qu'on rappelle que pour arrivé, on sait qu'on a la période du halving, qui est quelque chose qui est annonciateur du prochain bull run, sur lequel même ça commence un petit peu avant, c'est léger, mais ça s'accélère après le halving, donc pour ça, il faut impérativement qu'on ait terminé la vague 5, et le retracement ABC avant 2024. Bon, là, vu la temporalité, ça va être compliqué, donc plus on reste dans cette période de ranging, moins cette hypothèse va être valable. Pour moi, si on n'est pas sorti par le haut ou par le bas pour avoir une confirmation ou une infirmation de cette hypothèse dans les mois qui viennent, c'est-à-dire la fin de cette année, on partira sur une autre hypothèse pour justement une hypothèse que je vous ai déjà présentée avec une fin notamment Elliotiste qui se terminerait en avril 2021 et nous serions dans un ABC classique de restructuration dans lequel après on peut finir dans une forme de range, chose qui est possiblement en train de se faire. Nous sommes toujours dans une zone d'accumulation intéressante, entre 618 et 786 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le BTC, même s'il peut descendre plus bas, est dans une zone qui est intéressante pour faire de la DCA, si vous souhaitez vous exposer à ce type d'actifs. Alors, on va aller regarder rapidement en semaine un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du BTC, avec une petite vue Ishimoku, parce que c'est toujours intéressant de regarder, ça faisait longtemps, en hebdomadaire, sur lequel on voit qu'on a une semaine quand même qui est plutôt positive, hein. On est jeudi, je rappelle, donc on va arriver sur les 2 derniers jours de fin de semaine pour une clôture de mois très importante, que ce soit au niveau d'ailleurs action et au niveau indice et au niveau crypto-monnaie d'ordre général, donc on est dans un mois important, sur lequel on commence à avoir une belle bougie, et on peut se dire qu'on pourrait avoir un niveau de résistance qui pourrait se former avec une accélération qui pourrait se faire pour aller chercher, ici, consolider, baisser, comme on a pu le voir ici, comme on a pu le voir avec un dépassement, mais ici quand même, où on pourrait avoir une continuité baissière, pour aller chercher, comme je vous dis, la liquidité qui se trouve là, ça on va en discuter un petit peu après. Si par contre on break ici, donc si on break cette partie-là et qu'on break là, ça veut dire qu'on va chercher le niveau supérieur,
qui serait 32, qui est toujours cette zone excessivement vide. Ici, on est dans une zone très très vide, la zone supérieure, ici, donc sur lequel on pourra avoir une accélération haussière pour aller chercher potentiellement, soit, si jamais on prend bien le temps, les 28 000 avec le Kumo qui se structure ici. Bon, dans tous les cas, là, la LS, on voit qu'on a de la place, donc on peut absolument faire ce qu'on veut. Ce qui va dépendre, là, c'est est-ce qu'on va avoir une cassure ou non, et est-ce qu'on va avoir une validation de cassure. On voit qu'ici, on avait cassé, on avait ouvert, et ensuite, on s'est fait enfoncer directement. Il faudrait qu'on ait une belle bougie pour consolider par-dessus, pour se dire qu'on repart à la hausse de ce côté-là. On en est quand même encore loin. Alors, on va zoomer dans cette partie ici. Tac. On va se mettre en 4 heures. On va zoomer, on va juste étaler un petit peu plus pour bien voir. Nous sommes donc dans cette petite phase ici de ranging qui commence à durer depuis un certain temps, cette phase de consolidation qui ressemble quand même grandement à une accumulation Wyckoff avec ce selling climax, l'automatic rally qui se trouve ici, le secondary test, le ST qui se trouve là. Donc globalement, le principe d'une accumulation de Wyckoff, c'est justement de créer des zones de résistance hautes et basses et de liquider. Donc là, nous avons notamment création de zones de résistance à travers un canal haussier de liquidité, liquidation effective. Pareil ici, renforcement, liquidation effective, réintégration, donc liquidation de tous ceux qui sont placés en short, cassure baissière pour liquidation de tous ceux qui sont placés en longue, et pareil, même là, on est en train de voir qu'on a une série de liquidations qui sont en train de se faire, et justement, ça montre bien qu'on est dans une forme d'accumulation de Wyckoff. Quand on voit autant de manipulation et autant de liquidation, ça veut dire qu'on est vraiment à la chasse à la liquidité, ce qui est le principe de Wyckoff d'ordre général. Alors, on va zoomer un petit peu pour voir ce qui s'est passé ici. Et voilà, c'est le principe même. Je vous avais dit qu'ici on créait de la liquidité à travers le canal de compression, enfin le triangle de compression. On a créé de la liquidité supérieure et baissière. On est allé liquider la partie supérieure. Ça a entraîné une augmentation des liquidités pour la création de longues. D'accord, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé les chercher une fois, deux fois cassure. Et là, pareil, on est en train de structurer ici une accélération haussière, vous imaginez bien. Pour faire quoi? Ici, on a des shorts qui sont en train de se structurer. Ici, on a des longs qui sont en train de se structurer. Bon, clairement, on est en train de reformer une forme de compression de liquidité. Donc, il est possible qu'on aille chercher un petit peu plus bas sans casser le plus bas. Donc, aller chercher notamment les 18 800, par exemple, sur lequel on pourrait les retravailler. Et ensuite, pareil, refaire une forme de compression comme ça. Pour une fin de semaine, ce qui est un peu dommage. Parce qu'on aurait pu penser que sur une fin de semaine comme celle-ci, avec une clôture mensuelle, on allait avoir un petit peu de volume. Alors, je désespère pas, on va attendre notamment demain. Mais c'est vrai que là, quand on regarde un petit peu le momentum, on voit qu'on est passé quand même très très vite. Top momentum, low momentum. Et là, on se restructure une partie basse. Donc là, je pense qu'on va être dans quelque chose qui va être encore une compression avec une zone de ranging qui risque de durer potentiellement voilà, quelques jours. Le temps qu'on ait une résolution sur le début de mois. Ce qui est un petit peu dommage parce que là, on avait quand même fait une belle accélération avec une belle prise de liquidité. On est en train clairement de renforcer les liquidités. On crée vraiment de la liquidité longue et short. La longue est beaucoup plus proche, c'est une liquidité qui se trouve globalement étalée entre 18 000 et 14 000 avec une petite annexion dans les 12 000, alors que les shorts, la liquidité de short, elle est vachement loin, elle est jusqu'à 30 000, d'accord, elle est jusqu'à 30 000 et majoritairement la masse est au-dessus de 25, d'accord, est au-dessus de 25. Alors vous allez me dire pourquoi 25 ? C'est simple, 25 c'est là, 25 c'est la cassure ici, et si on regarde en daily pour les chartistes habituels vont me dire ah bah je reconnais. Alors bien sûr il faut que j'arrive à le faire. Hop, tac, on agrandit un petit peu. Qu'est-ce que l'on voit? On voit la forme d'un W ou d'un double bottom sur lequel ici on n'est pas allé casser le plus bas, donc potentiellement cassure de la ligne de 25 pour départ haussier. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de liquidité parce que ça veut dire que ici dans cette zone là, si jamais on casse là, ça veut dire qu'il y a une inversion de tendance et qu'on repart à la hausse, d'accord? C'est un break of structure majeur sur lequel on inverserait la structure en partant haussier, sur lequel on aura après un avalement au fur et à mesure. Par contre, ça veut dire aussi que les personnes qui shortent à ce moment-là considèrent qu'on ne va pas
casser à la hausse, d'accord? Parce que forcément, s'ils placent leur stop loss dans ces zones-là, ça sous-entend que on va aller descendre, c'est le principe. Donc plus on a de personnes qui sont entre 25 et 30, plus majoritairement les personnes pensent que l'on va descendre, et ça se voit un petit peu au niveau de l'order flow. On va regarder rapidement. Au niveau de l'order flow, on voit qu'on a une nouvelle accélération au niveau des top traders, mais qui est quand même petite, qui est vraiment petite proportionnellement à ce qui est en train de se faire là. On a un petit volume là, c'est rien de très engageant, on n'a pas ici de leverage, donc ça veut dire qu'on reste dans une forme de statu quo. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement on va se retrouver dans une compression. Là, comme c'est en train de se faire, on n'a pas de décision de momentum qui est en train de valider. On verra demain si réellement on a quelque chose d'un petit peu plus probant au niveau de l'order flow. Je vais faire une petite encartade sur notamment le mortgage. Je vous ai annoncé qu'on avait augmenté. On est passé donc de 6,29 à, je reprends mon papier, 6,86. Donc c'est-à-dire qu'on est bien monté. Il va falloir, voilà, on est dans des niveaux 6,86, tac tac. Et ben voilà, on a dépassé en fait ce niveau-là. Donc on est dépassé 2006. 2006, là, on a dépassé ce niveau-là. C'est important parce que ça veut dire que ça peut être une zone sur laquelle après on peut consolider. On peut consolider, si on consolide ici, ça voudrait dire que si on a une continuité de la baisse des matières premières, même si on a une petite remontée de l'US Oil par exemple, si on continue à avoir quelque chose qui est assez faible au niveau des matières premières énergétiques, à ce moment-là on pourrait se dire que sur la fin d'année on va avoir un taux d'inflation qui va stagner, qui va rester stable, sur lequel après derrière on pourrait avoir une diminution du taux d'inflation et donc derrière un plateau au niveau des taux d'intérêt. Bon, j'en suis encore loin là, je suis très spéculatif par rapport à ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai moi. Cette idée-là, elle m'a donné aussi une autre idée, c'est d'aller voir le Nasdaq BTC USDT, enfin USD parce que je voulais aller voir principalement le Total Index, et voici le ratio entre les deux. Pour rappel, c'est le ratio du Nasdaq sur le BTC, ça veut dire le prix du Nasdaq divisé par le prix du BTC, sur lequel on a quand même une courbe qui est très intéressante. Si on la regarde rapidement en logarithmique, on voit bien qu'on a une mise en place d'une continuité baissière. Ça veut dire quoi? Une continuité baissière dessus. Ça veut dire que actuellement, le BTC est en train de surperformer l'augmentation du Nasdaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dénominateur, donc le BTC, augmente plus vite que le Nasdaq. Donc ça montre aussi qu'on a une forme de surperformance du BTC. C'est valable aussi, ça je vous invite à le regarder sur la totalité de l'indice crypto, c'est juste que c'est moins flagrant parce que le volumétrie de la totalité du market cap des cryptos est beaucoup plus gros, c'est pour ça que j'ai décidé de faire plus avec le BTC. Surtout que le BTC a tendance à représenter 40% et un petit peu moins résilient en ce moment, mais reste quand même très représentatif. Et on a quand même cette courbe qui est très intéressante où on a justement ce bear market de 2018 sur lequel notamment nous avons l'accélération du Nasdaq par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du BTC, donc ce qui est normal. Ensuite on a l'accélération du BTC fin 2019, réaccélération, et là on a une forme de statu quo qui s'effectue en 2020 avec derrière le bull market réel, donc accélération du BTC sur performance du BTC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une forme de statu quo qui s'est fait durant ces durant ces mois de 2021 et 2022, avec à côté ici on voit bien qu'on a une cassure au niveau 2022, d'accord, début 2022, on a ici une accélération du Nasdaq, donc ça veut dire que ici, la cassure qui a été faite fin 2021 et 2022 a eu un impact très très fort sur le BTC, en tout cas beaucoup plus fort que sur les actions, très intéressant à retenir. Ensuite, zone de ranging avec résilience, dans lequel c'était du 1 pour 1. Ensuite, on a deuxième accélération avec ici très très fort le Terra Luna et Celsius, et c'est là, quand on voit une augmentation comme ça veut dire que on a une sous-performance du BTC, parce que c'est une crise propre au BTC. Ça veut dire que là, l'impact qui a eu lieu en mai et en juin, la cassure, est propre au BTC, au marché de la crypto, et a entraîné une sous-performance du coup du BTC et de la crypto. Très intéressant à retenir, parce que ça veut dire que en effet c'est quelque chose qui n'est pas symptomatique d'une crise
financière globale, en tout cas les cassures qu'il y a eu, s'il n'y avait pas eu autant de leverage et autant de problématiques, peut-être on serait toujours avec un BTC au-dessus des 30K, ça on ne pourra jamais le déterminer, mais là c'est une bonne indication que ça nous donne. Et on voit bien que depuis, qu'est-ce qui se passe? On a du 1 pour 1, ou voire même une petite mise en place d'une amorce baissière qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis un certain nombre de semaines, nous sommes quand même dans une pattern où on est en train d'avoir une résilience du BTC et donc de l'indice crypto sur ce qui est en train de se passer au niveau des actions. Si jamais on voit le cours, et ça je vous invite à le vérifier, hein. Pour le faire je vais vous montrer comment on le fait ce type de graphique, mais si jamais on a mis en place une descente comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BTC est en train de montrer une résilience par rapport au Nasdaq, et donc par rapport aux indices crypto, et donc c'est très intéressant, c'est très important, parce que c'est ce qui va donner justement la notion de résilience au BTC, aux crypto-monnaies, sur un marché qui peut être macroéconomiquement compliqué. Alors, pour le faire, c'est simple, vous tapez votre indice que vous souhaitez, le petit slash, et ensuite vous cherchez BTC USD, vous cherchez celui d'index, pour avoir le Total Index, Total Time History Index, pour pouvoir faire cette division-là, et ça c'est valable avec n'importe quel autre crypto ou autre si vous voulez vous faire comparer par exemple le Nasdaq avec le S&P 500, c'est très sympa de regarder ça, peut-être je vous le ferai à un autre moment. Alors, on va aller faire un petit tour sur le Nasdaq, on voit qu'on a ravalé une partie de la bougie, on est en train de structurer quelque chose de positif, hein. Si on regarde, on a eu une journée hier qui a été quand même assez forte, hein. Je vous avais dit qu'on entamait mal, mais que c'est pas parce qu'on entamait mal la journée qu'on ne pouvait pas ravaler totalement la bougie, voire même surperformer, hein. Là vraiment on a surperformé, je pensais pas qu'on allait notamment casser les 11 500, en tout cas aller mécher au-dessus, même si on a réincorporé dedans. On est en train de buter, hein. On est en train de buter sur cette zone-là. Si jamais on casse les 11 500, c'est direction niveau suivant, 12 144, très important, sur lequel on aurait une véritable force qui serait en train de se faire. On n'oublie pas qu'on est en clôture mensuelle du mois de septembre, sur lequel on va avoir début octobre les chiffres de l'inflation. Ces chiffres, pour repartir à la hausse, doivent être positifs en month to month aussi, donc ça veut dire par rapport au mois précédent. C'est pas parce qu'on a une inflation globale à l'année qui diminue qu'on n'a pas pris de l'inflation sur le mois de septembre, et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'il soit positif pour pouvoir amorcer une augmentation, en tout cas un pricing d'un retour à la normale qui pourrait se faire. Est-ce que ça va se passer réellement ? Il y a peu de chance, quand on voit le taux du mortgage qui est en train de se faire et qu'on retrouve une augmentation des valeurs énergétiques qui sont en train de se faire, il y a de grandes chances qu'on soit sur une forme de plateau réellement au niveau de l'inflation, et donc ça voudrait dire qu'il faut une continuité d'augmentation très forte de la relevée des taux au niveau de la Fed pour pouvoir entamer une diminution, et dans tous les cas, on sait que même si la diminution s'entame, on restera un certain nombre de mois, voire même plusieurs trimestres, sur un plateau d'inflationniste, enfin en tout cas de taux importants, pour pouvoir entraîner une déflation. Alors, il y a aussi un autre vecteur, ça va être le taux de chômage qui va déterminer est-ce qu'on a un impact ou non sur l'économie américaine, est-ce que l'économie américaine rentre réellement en récession, même s'ils sont en récession technique, est-ce qu'ils vont rentrer en récession voudrait dire une augmentation drastique du chômage, est-ce que ça va se dérouler maintenant ou pas? Ça va être à suivre. En tout cas, on va avoir toutes les informations dans les jours qui viennent, et ça va nous donner, comme je vous dis, voilà, on est en train de clôturer le mois de septembre, ça va être la fin d'année qu'on est en train de statuer, et là tout est en train de se goupiller, on a déjà la Fed qui nous a donné des informations, on va patienter, et on va statuer, est-ce que on clôture cette année dans le rouge pour repartir l'année prochaine correctement, ou est-ce que on va être dans une forme de ranging fort, ou tout simplement on va avoir un rebond technique avec un pricing de la diminution des taux d'intérêt dans l'année prochaine, parce qu'on n'oublie pas le marché price 6 mois, 12 mois en avance. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général.
Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.